Je suis moi-même, dans la vie, je suis quelqu'un de pudique, oui. À 81 ans, Sylvie Vartan ne craint plus les salles vides. Elle craint autre chose de bien plus vertigineux, le silence qui arrive quand plus personne n'attend rien de vous. Pendant des décennies, son nom suffisait à remplir l'Olympia, à faire battre le cœur d'une génération entière. Sylvie, c'était la jeunesse française, l'insouciance, les refrains qu'on fredonnait l'été, les regards brillants devant la télévision noir et blanc. Et pourtant aujourd'hui, loin des projecteurs, une question demeure sourde et dérangeante. Que reste-t-il quand on a tout donné au public, mais que la vie, elle, vous a tant pris? Sylvie Vartan n'a jamais été une femme ordinaire. Elle a c'était une promesse, celle d'une France qui voulait croire au bonheur après les ruines de la guerre. Une silhouette élégante, une voix claire, un sourire qui semblait dire « tout ira bien ». Mais derrière cette image figée dans la mémoire collective, se cachait déjà une fragilité profonde, presque invisible, comme une fissure dans un miroir trop parfait. Car avant d'être une idole, Sylvie a été une enfant déracinée. Avant d'être applaudie, elle a connu la peur. Et avant d'être aimée par des millions de personnes, elle a appris très tôt ce que signifie perdre ce qui compte le plus. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui encore, à l'heure où d'autres célèbrent leur héritage avec sérénité, Sylvie regarde son passé avec une forme de mélancolie silencieuse. Dans ses rares confidences, elle n'évoque pas la gloire avec nostalgie, mais avec distance. Comme si cette vie éclatante appartenait à quelqu'un d'autre. Comme si la femme de 80 ans observait la jeune Sylvie comme on feuillette un album de photos jaunies, avec tendresse, mais aussi avec une étrange douleur. Ce que le public ignore souvent, c'est que la célébrité n'a jamais été un refuge pour elle. Au contraire. Plus les projecteurs étaient puissants, plus ses blessures intimes restaient dans l'ombre. Chaque triomphe masquait un combat. Chaque sourire dissimulait une inquiétude. Et chaque chanson, aussi légère soit-elle, portait en filigrane une histoire que peu prenaient le temps d'écouter. Aujourd'hui, alors que Sylvie Vartan annonce qu'elle tire sa révérence, une autre vérité s'impose. Ce n'est pas la fin d'une carrière que nous vivons, mais la fin d'un rôle. Celui d'une femme forte, éternellement jeune, éternellement souriante. Derrière le rideau, il y a une femme qui a aimé passionnément, souffert profondément, survécu là où d'autres se seraient brisés. Et si cette histoire continue de nous toucher, ce n'est pas seulement parce qu'elle est celle d'une star, c'est parce qu'elle nous ressemble plus que nous ne voulons l'admettre. Car au fond, qui n'a jamais eu peur de vieillir ? Qui n'a jamais redouté ce moment où le bruit du monde s'éloigne, laissant place à un silence trop lourd à porter ? Pour comprendre Sylvie Vartan aujourd'hui, il faut remonter bien avant les disques d'or, bien avant Johnny, bien avant la gloire. Il faut revenir à l'origine de cette fragilité, là où tout a commencé, dans une enfance marquée par l'exil et la perte. On ne devient pas fragile par hasard. Chez Sylvie Vartan, cette fragilité a un lieu, une date et une douleur fondatrice. Elle commence loin de Paris, loin des projecteurs, dans une Bulgarie encore marquée par la guerre, les tensions politiques et la peur diffuse qui s'infiltre dans les foyers. Sylvie naît en 1944, dans un pays qui n'est déjà plus tout à fait le sien. Sa famille est d'origine arménienne, une histoire d'exil successif, de racines déplacées, de valises toujours prêtes. Son père, diplomate puis employé modeste, tente de protéger les siens. Sa mère fait ce qu'elle peut. Mais l'enfance de Sylvie n'est pas un cocon. C'est un équilibre précaire, fragile, menacé à chaque instant. Puis vient la rupture, celle qui marque une vie entière. En 1952, la famille quitte la Bulgarie pour la France. Un départ présenté comme une chance, mais vécu par l'enfant comme un arrachement. Sylvie n'a que 8 ans lorsqu'on lui demande de laisser derrière elle ce qu'elle aime le plus, sa maison, ses repères, et surtout son grand-père, celui qu'elle décrira plus tard comme l'autre moitié de son cœur. À cet âge-là, on ne comprend pas la géopolitique, on comprend seulement l'abandon. Sylvie arrive à Paris sans parler correctement la langue, étrangère dans un pays qu'elle est pourtant censée appeler le sien. À l'école, elle s'adapte, elle travaille, elle sourit. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déjà fissuré. Une certitude s'installe silencieusement. Ce qui est aimé peut disparaître du jour au lendemain. Des décennies plus tard, lorsqu'elle retourne en Bulgarie, Sylvie ne parle pas de nostalgie. Elle parle de réparation. « Je reviens chercher la moitié de mon cœur resté ici », confie-t-elle. Cette phrase, à elle seule, dit tout.
Malgré la gloire, malgré les succès, malgré une vie vécue à 100 à l'heure, une partie d'elle était restée figée dans ce pays quitté trop tôt. Lors de son retour en 1990, elle retrouve la maison de son grand-père intacte. Mais le pays, lui, est dévasté. Cette vision la bouleverse. Elle comprend alors que certaines blessures ne se referment pas, mais peuvent être transformées. C'est ainsi que naît la fondation Sylvie Vartan pour la Bulgarie, dédiée aux nouveau-nés prématurés. Comme si, en sauvant des vies fragiles, elle tentait de réparer l'enfant qu'elle a été. Ce passé explique beaucoup de choses. Sa soif d'amour, son besoin d'être aimée intensément, sa peur panique de l'abandon. Sylvie n'a jamais cherché la célébrité pour briller. Elle l'a cherché pour exister, pour se rassurer, pour combler ce vide laissé par l'exil. Chaque applaudissement venait apaiser un instant une angoisse plus ancienne. Mais une enfant déracinée devenue adulte ne cesse jamais vraiment de chercher un refuge. Et lorsque Sylvie croit le trouver, ce refuge prend un nom, une voix, une allure de rocker. Un homme qui, comme elle, brûle la vie par les deux bouts. Un homme qui va l'aimer passionnément et la détruire lentement. Quand Sylvie Vartan rencontre Johnny Hallyday, ce n'est pas simplement une histoire d'amour qui commence, c'est une collision. Deux êtres trop jeunes, trop célèbres, trop fragiles, projetés l'un contre l'autre sous les yeux d'un pays entier. À eux deux, ils incarnent une France qui rêve, qui danse, qui croit encore que l'amour peut tout réparer. Nous sommes au début des années 60. Sylvie est une étoile montante, Johnny est déjà un phénomène. Très vite, la presse s'empare de leur complicité. Ils nient, sourient, jouent avec les rumeurs. Mais la vérité est là. Ils s'aiment avec la même intensité qu'ils vivent, sans filet, sans retenue, sans mode d'emploi. Leur relation devient publique, puis mythique. Le mariage, en 1965, devait être un refuge. Il devient une vitrine, caméra, photographe, fan. L'intimité disparaît avant même d'avoir existé. Sylvie n'est plus seulement une épouse, elle devient la femme de Johnny. Et dans cette étiquette, elle commence à s'effacer. Johnny est insaisissable, excessif, tourmenté. Il vit pour la scène, pour l'adrénaline, pour la fuite en avant. Sylvie, elle, cherche autre chose. Elle cherche la sécurité, la présence, une forme de stabilité qu'elle n'a jamais connue enfant, mais elle ne sait pas encore que Johnny ne peut offrir que ce qu'il est, un feu qui réchauffe autant qu'il brûle. Très vite, les absences s'accumulent, les tournées éloignent, les tentations approchent. La presse parle de disputes, de jalousie, de crise. Derrière les portes closes, le couple vacille. Johnny s'épuise. Les pressions financières, la célébrité dévorante, la peur de décevoir le public le conduisent à un geste désespéré, une tentative de suicide. Sylvie est là. Elle ne fuit pas. Elle pardonne. Pourquoi pardonne-t-elle ? Parce que Sylvie confond l'amour avec le sacrifice. Depuis l'enfance, elle a appris que pour ne pas perdre, il fallait s'adapter, comprendre, encaisser. Elle croit que tenir bon est une preuve d'amour. Alors elle donne une seconde chance, puis une troisième. Elle espère que le temps arrangera ce que la passion a détruit. La naissance de leur fils, David, en 1966, semble marquer un nouveau départ. Mais la réalité est plus cruelle. Johnny est souvent ailleurs, physiquement absent, émotionnellement distant. Sylvie se retrouve seule, jeune mère, sous le regard impitoyable des médias. Elle protège son enfant comme elle peut, tout en continuant à jouer le rôle de l'épouse parfaite. Puis viennent les trahisons. Une liaison, puis une autre. Johnny franchit une ligne que Sylvie ne pourra jamais totalement oublier. Même lorsqu'ils se réconcilient, quelque chose s'est brisé. La confiance ne revient jamais intacte. Le couple alterne alors entre rapprochement et rupture, bonheur intense et désespoir silencieux. Une danse épuisante qui dure des années. Ce qui rend cette histoire si tragique, c'est qu'elle ne manque pas d'amour, elle manque de paix. Sylvie et Johnny s'aiment, mais ils ne savent pas se protéger. Et dans cette relation où tout est excessif, Sylvie perd peu à peu son centre de gravité. Elle existe à travers Johnny, pour Johnny, autour de Johnny. Des années plus tard, elle dira avec une lucidité désarmante « Nous vivions dans une totale anormalité qui nous semblait normale ». Cette phrase résume tout. Quand le chaos devient une habitude, on finit par croire qu'il est la norme. Mais la vie va bientôt leur rappeler, de la manière la plus brutale qui soit, que l'amour ne protège ni de la douleur ni de la mort.
En quelques secondes, sur une route banale, Sylvie va frôler l'irréparable. Et cette fois, ce ne sera pas seulement son cœur qui sera brisé, mais son corps tout entier. Il y a des moments où la vie ne prévient pas. Elle frappe, violemment, sans logique. Et pour Sylvie Vartan, ces moments portent le bruit métallique d'une tôle froissée, l'odeur de l'essence et le silence assourdissant qui suit un choc. En 1968, tout bascule une première fois. Sylvie prend la route avec sa meilleure amie, une décision banale, presque anodine. Personne ne se doute que ce trajet ordinaire va se transformer en cauchemar. La collision est brutale. La voiture est projetée hors de la route. Sylvie est grièvement blessée, mais vivante. Son amie, elle, meurt sur le coup. Elle n'avait que 23 ans. Sylvie survivra. Mais à quel prix ? Elle parlera plus tard d'un traumatisme sans souvenir précis, comme si son esprit avait choisi d'effacer l'horreur pour lui permettre de continuer à respirer. Ce jour-là, elle découvre une vérité terrible. On peut rester en vie tout en perdant une partie de soi. La culpabilité du survivant s'installe. Pourquoi elle ? Pourquoi pas l'inverse ? À peine 2 ans plus tard, le destin frappe de nouveau. En 1970, Sylvie est passagère dans une voiture conduite par Johnny Hallyday. Une vitesse excessive, un virage mal négocié, un arbre surgit. L'impact est d'une violence inouïe. Johnny s'en sort avec quelques blessures. Sylvie, elle, traverse le pare-brise. Son visage est déchiré, son corps brisé, et avec lui, l'image publique qu'elle a construite. À l'hôpital, elle ne pense pas à sa carrière. Elle ne pense pas aux photos, aux caméras, aux contrats. Elle pense à une seule chose, son fils, David. Dans son état de choc, elle est persuadée qu'il était avec elle dans la voiture. Les secours cherchent un enfant qui n'était pas là. Quand elle se réveille et comprend que son fils est sain et sauf, le soulagement est immense. Mais la mort a encore frappé à côté d'elle. Une fois de plus. Le verdict médical est sans appel. Il faudra des opérations. Plusieurs. Lourdes. Le visage de Sylvie, celui que la France entière connaît, est menacé. Pour une femme dont l'image fait partie du métier, c'est une angoisse presque existentielle. « Je pensais être défigurée », confiera-t-elle plus tard. Derrière cette phrase simple se cache une peur plus profonde. Si je ne ressemble plus à celle que le public aime, qui serais-je ? Elle subit des interventions chirurgicales, en France puis aux États-Unis. Chaque cicatrice devient un rappel de sa vulnérabilité. Chaque miroir est une épreuve. Pourtant, Sylvie ne s'effondre pas. Elle serre les dents. Elle avance. Non pas par courage héroïque, mais par instinct de survie. Parce qu'elle a un enfant. Parce qu'elle est encore là. Et parce qu'elle refuse de disparaître. Ces accidents changent tout. Sa relation à la beauté, à la scène, à la vie elle-même. Elle comprend que le temps n'est pas infini. Que la célébrité est fragile. Qu'en une seconde, tout peut s'arrêter. À partir de là, Sylvie ne chante plus seulement pour plaire. Elle chante parce qu'elle est vivante. Mais les blessures ne sont pas que physiques. Chaque accident laisse une trace invisible, une peur diffuse, permanente. La peur de perdre ce qu'elle aime, la peur d'être abandonnée par le public, la peur de ne plus être désirable. Cette peur s'insinue dans son couple déjà fragile avec Johnny. Elle renforce la dépendance émotionnelle tout en révélant les failles irréparables. Car survivre parfois ne rapproche pas. Cela met à nu. Et ce que Sylvie découvre alors, c'est que même face à la mort, elle reste souvent seule. Johnny est là, mais il est ailleurs, présent sans être ancré, aimant mais incapable d'apporter la sécurité dont elle a désespérément besoin. Ces accidents marquent un avant et un après. Sylvie n'est plus la jeune idole insouciante. Elle devient une femme consciente de sa finitude. Une femme qui sait que chaque sourire peut être le dernier. Et dans cette lucidité brutale, une autre épreuve se profile déjà à l'horizon. Une épreuve silencieuse, intime, dont on parle peu, mais qui va achever de fissurer ce qui restait de son couple. Il existe des drames qui ne font pas de bruit, pas de sirènes, pas de journaux à la une, pas de photographes aux portes des hôpitaux. Et pourtant, ce sont parfois ceux-là qui détruisent le plus sûrement. Pour Sylvie Vartan, ce drame porte une date, une attente, puis un vide absolu. En 1974, après des années de tension, de séparation et de réconciliation, Sylvie et Johnny croient encore à une renaissance. Ils veulent y croire. Ils ont déjà traversé tant de tempêtes que cet espoir prend la forme d'une promesse. Un deuxième enfant. Pour Sylvie, ce projet n'est pas seulement familial. Il est vital. Elle veut réparer, consolider, donner à David un frère ou une sœur. Donner surtout
un sens nouveau à un couple épuisé par l'excès. Lorsqu'elle annonce sa grossesse, la presse s'emballe. Les sourires sont de retour, les photos rassurantes aussi. Sylvie apparaît rayonnante en couverture des magazines, mais derrière l'image, l'angoisse est là. Elle connaît trop bien la fragilité de la vie pour s'abandonner à une joie naïve, et puis brutalement, tout s'effondre. La fausse couche survient sans prévenir. En quelques heures, l'espoir se transforme en cauchemar. Intervention médicale d'urgence, anesthésie, réveil brutal. Sylvie comprend avant même qu'on lui parle. Cette sensation glaciale, elle la décrira plus tard comme une chute sans fin. L'enfant n'est plus là, et avec lui disparaît l'illusion que l'amour suffit à tout sauver. Cette perte la plonge dans une solitude abyssale. Johnny, une fois encore, semble distant, non pas par cruauté, mais par incapacité à affronter la douleur autrement que par la fuite. Pour Sylvie, cette absence est une trahison de plus, non pas spectaculaire, mais définitive. Elle revit dans cette épreuve l'abandon de l'enfance, la même blessure, le même silence. Un mois après la fausse couche, Johnny emmène la famille en vacances. Il pense bien faire. Sylvie, elle, est ailleurs. Trop tard. Tout lui revient, les souvenirs, les manques, les désillusions. Elle comprend alors que quelque chose s'est irrémédiablement brisé. Pas à cause d'un événement précis, mais à cause de leur accumulation. Les allers-retours, les promesses non tenues, les absences répétées. Plus tard, elle dira avec une lucidité bouleversante « J'aurais aimé avoir un deuxième enfant avec lui. La vie en a décidé autrement. » Cette phrase, simple en apparence, cache un deuil profond. Pas seulement celui d'un enfant, mais celui d'une vie qu'elle avait imaginée, espérée, attendue. Le divorce prononcé en 1980 n'est alors qu'une formalité, la fin officielle d'une histoire qui intérieurement était déjà terminée depuis longtemps. Et pourtant, paradoxalement, c'est après leur séparation que Sylvie et Johnny parviennent à se parler sans se déchirer. Comme si la distance avait enfin rendu possible une forme de paix. Ils resteront liés, par leur fils, par la musique, par l'histoire, mais l'amour, celui qui consume et détruit, appartient désormais au passé. Sylvie sort de ce mariage meurtri mais lucide. Elle comprend enfin que l'intensité n'est pas synonyme de bonheur, que souffrir n'est pas une preuve d'amour, et surtout que rester n'est pas toujours un acte de courage. À l'aube de la quarantaine, Sylvie Vartan se retrouve seule, plus consciente que jamais de sa fragilité, mais aussi prête, sans le savoir, à aimer autrement, à aimer sans se perdre, à aimer sans avoir peur. Il y a des amours qui consument, et puis, plus rares encore, il y a ceux qui réparent. Lorsque Sylvie Vartan rencontre Tony Scotti, au début des années 80, elle n'est plus la jeune femme qui croit que l'amour doit faire mal pour être vrai. Elle est fatiguée, lucide, marquée, et surtout, elle n'attend plus rien. Tony n'a rien du rocker flamboyant. Il ne promet pas l'éternité. Il offre quelque chose de plus précieux, la constance. Leur relation commence discrètement, presque à contre-courant de la vie que Sylvie a toujours connue. Pas de scandale, pas de tempête, pas de passion dévastatrice. Juste une présence, stable, silencieuse, fiable. Pendant 40 ans, Tony sera là, sans chercher à briller, sans vouloir sauver, sans jamais fuir. Pour Sylvie, cet amour est une révélation tardive. On peut aimer sans se perdre, sans se sacrifier, sans avoir peur. Ensemble, ils construisent une vie loin du tumulte, adoptent une fille, Darina, et s'installent entre la France et la Californie. Une maison, enfin, au sens le plus profond du terme. Et puis vient le temps. Celui qui ralentit les corps, mais aiguise les souvenirs. À 80 ans, Sylvie regarde son parcours sans illusion. Elle sait ce qu'elle a gagné. Elle sait aussi ce qu'elle a perdu. La célébrité n'est plus une armure. Elle devient un souvenir, parfois doux, parfois douloureux. En janvier 2024, elle annonce qu'elle se retire. Pas dans la colère, pas dans le regret, mais avec une gravité sereine. « Je tire ma révérence », écrit-elle. Ces mots résonnent comme une dernière note suspendue. Non pas un adieu brutal, mais un geste de lucidité. Sylvie choisit de partir avant que la scène ne la quitte. Son fils David parle d'émotion, de transmission, de gratitude. Il rappelle une vérité simple. Sa mère n'a jamais cessé de chanter, ni sur scène, ni dans la vie. Et pourtant, derrière cette image d'icône, il y a une femme qui sait que la vie est désormais plus derrière que devant. Une phrase qu'elle prononce sans tristesse, mais sans phare. Vieillir pour Sylvie Vartan n'est pas une défaite, c'est une traversée. Une période où l'on n'a plus besoin de prouver,
où l'on choisit le calme plutôt que l'éclat, où l'on comprend que ce qui reste, ce ne sont ni les disques d'or, ni les salles pleines, mais les regards sincères et les mains tendues dans l'ombre. Son histoire nous touche parce qu'elle parle de nous, de nos illusions, de nos amours imparfaits, de nos renoncements, et surtout de cette question universelle que chacun finit par se poser. Qu'est-ce qui compte vraiment quand le bruit du monde s'éloigne? Alors dites-nous, si vous aviez vécu une vie aussi intense, auriez-vous choisi la passion au prix de la douleur ou la paix au prix de l'oubli? Quelle chanson, quel souvenir de Sylvie Vartan résonne encore en vous aujourd'hui? Laissez votre réponse en commentaire. Likez cette vidéo si son histoire vous a touché. Partagez-la avec ceux qui ont grandi avec elle. Et abonnez-vous pour continuer à faire vivre ces destins qui nous ressemblent. Car tant que l'on se souvient, les légendes ne disparaissent jamais.